Moi, ce que je veux, c'est que Eskimos aille le plus loin possible. Mon objectif, c'est qu'Eskimos soit valorisé plusieurs milliards d'euros et qu'on ait la majorité du capital, voire 100% du capital. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'argent n'achète pas les bonnes idées. C'est ma certitude, et il y a effectivement certains entrepreneurs qui sont un peu trop pressés. Je me rappelle, mon père me répétait souvent quand j'étais jeune, le travail, c'est la santé. Et il me l'a tellement répété, c'est resté ancré en moi, et c'est vrai que j'ai la valeur travail qui est forte chez moi. En lançant le fonds, je m'attendais pas à ce qu'on investisse autant dans la santé. L'IA vient beaucoup bousculer ce marché-là. Le SEO, c'est vrai que ça m'a tout de suite passionné parce que c'est un peu comme trouver la recette du Big Mac. La recette de Google, personne ne la connaît. Je me suis dit que je vais creuser, si j'arrive à trouver un petit peu comment ça fonctionne, ce serait énorme. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Hello Bank Pro, la banque digitale du groupe BNP Paribas qui accompagne les indépendants. Vous le savez, c'est désormais officiel, les factures papier ou les PDF simples, c'est fini. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ça tombe bien. Parce qu'avec Hello Bank Pro, vous bénéficiez d'une solution clé en main, simple et sécurisée, qui vous fait gagner en productivité et vous permet d'être conforme aux exigences de la nouvelle réforme. Vous pouvez gérer vos factures clients, vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vous pouvez piloter votre trésorerie et bien plus encore, et tout ça, c'est inclus dans l'offre Hello Bank Pro. Alors si vous voulez anticiper sereinement la facturation électronique et gagner du temps en gérant vos factures au même endroit que votre compte professionnel, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site d'Hello Bank Pro, je vous ai mis le lien en description. Encore merci à Hello Bank Pro de nous soutenir dans notre mission, inspirer un max de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Petit café à la main, on sent que c'est le matin et qu'on s'est réveillé il y a pas longtemps. Et aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois un des mecs qui a advocate pour le bootstrapping. Bon, on va éviter avec les anglicismes. Donc, qui a promu, qui a participé à la promotion depuis 10 ans du bootstrapping, donc l'idée de monter une boîte sans lever de fonds, et qui a créé depuis 1 an, même pas, un fonds d'investissement. Également, ouais, un fonds de venture capital. Quel est ce paradoxe, Andrea? C'est marrant ça, ouais. Tu lèves pas de fonds pour toi, mais tu t'es dit, je vais financer notre boîte. Mais tu sais quoi, j'ai même pas fait attention en le faisant. Tu vois, là, tu me le dis aujourd'hui, je le découvre. Parce que quand je promouvais, ça se dit ça? Quand je faisais la promotion on va rester là du bootstrapping, pour moi, c'était effectivement à contre-courant de la communication des levées de fonds. Surtout à ce moment, quoi. Mais pour autant, j'étais pas contre les levées de fonds parce que moi, j'avais un business de conseil, de service, donc j'avais pas forcément besoin de lever des fonds. Et donc, du coup, c'est juste 2 courants différents. Tu t'es posé la question de lever des fonds avec Eskimos? Parce que Eskimos, ça a 10 ans, un peu plus. Non. Mais par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'argent n'achète pas les bonnes idées. Donc ça, c'est ma certitude. Et qu'il y a effectivement certains entrepreneurs, je pense, qui sont un peu trop pressés. À mon goût, ils veulent faire leur boîte sur 3 ans. Mais tu fais pas une grosse boîte sur 3 ans. Ou alors, tu fais une grosse boîte sur 3 ans en levant plusieurs fois des dizaines, voire des centaines de millions. Et puis, 0,1% de ta boîte. Mais c'est pas le vrai entrepreneuriat pour moi, ça. C'est sûr. On va en parler, mais je vais commencer avec ton hot take. Je suis très curieux et on va en reparler plus tard. Aujourd'hui, tu recommanderais en 2026 à quel entrepreneur ou quel genre de boîte de lever des fonds? Je m'explique. En 2015, on est à la veille de l'Eldorado et du cash qui pleut à foison dans l'écosystème. Aujourd'hui, on est peut-être revenu à quelque chose d'un peu plus simple, plus normal. Toi, carrément, t'investis dans quel genre de boîte et c'est quel genre de boîte qui a besoin de lever des fonds en early stage Je aujourd'hui? pense que là, on assiste à une effervescence de la technologie, dans le sens où, avec le vibe coding, le no-code, l'intelligence artificielle, les barrières technologiques tombent les unes après les autres. Aujourd'hui, tu vois, créer un site internet à l'époque, un très beau site, ça te coûtait peut-être 100 000. Après, ça a coûté plus que 10 000. Et puis maintenant, avec Lovable, ça se trouve, tu peux le faire toi-même pour pas cher. Et donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui va être d'avoir un bon branding, un bon marketing, d'avoir la relation avec le client. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'investir dans des sociétés effectivement donc technologiques et plutôt deep tech. Donc, avec le fonds, là, on a investi dans 8 boîtes sur 1500 dossiers reçus. Et dedans, il y a pas mal de santé. Bizarrement. Alors je te dis bizarrement pas tant que ça parce qu'en fait l'IA vient beaucoup bousculer effectivement ce marché-là.
Puis ça reste quand même une industrie dont on pas l'IA, hein, la santé, dont on aura toujours besoin, j'ai Ouais. l'impression. Non, mais c'est vrai qu'en lançant le fonds, je m'attendais pas à ce qu'on investisse autant dans la santé. Ok, et c'est les offres, enfin les demandes, les dossiers que tu as reçus? Ouais. Ouais. Ouais, c'est des dossiers qu'on a reçus et finalement, la technologie fait beaucoup bouger cette industrie. Tu vois, j'ai par exemple un cas, je sais pas si tu avais vu ça. C'est l'IA qui te permet de découvrir les cancers du sein en avance Ok. sur la base d'un scanner. Ça, on n'a pas investi dedans, mais tu vois, c'est pour montrer que ça bouge beaucoup dans 99,9% du temps. Donc, tu vois, ça a un vrai impact, quoi, la tech dans la santé. Ben justement, je t'emmerde un tout petit peu sur la tech. T'investirais dans une boîte qui est basée sur du no-code aujourd'hui? C'est une très bonne question. Pas sûr. Pas sûr? Pas C'est quoi sûr. les raisons? Ouais. Peut-être dans le sens où si c'est un MVP et que derrière ils ont prévu de développer plus fortement et plus en profondeur, je pense que le no-code c'est cool pour faire un MVP, mais voilà, pour lancer un produit plus profond, Une plus boîte complexe. scalable. Ouais. Ok. En gros, une boîte scalable tech sans CTO ou sans tech propriétaire. Donc sans CTO, du coup. C'est Ouais. un peu bizarre. Assez compliqué, je dirais. Ouais. Ouais, assez compliqué, ouais. Bon, ça fait quoi? 5 minutes? Est-ce qu'on reprend pas la base? Cher Andrea, qui es-tu? Présente-toi. Avec plaisir. Et je suis très content parce que t'es quelqu'un qui a différentes casquettes, qui aussi, j'allais dire sait, mais on va essayer de faire un tour dans ta tête. J'ai l'impression, n'aime pas le confort et a envie de se réinventer et en quête de challenge. Quels sont les challenges que tu as réussi dans ta vie entrepreneuriale depuis, allez, 10-15 ans? Alors, ouais, c'est vrai que j'aime bien toucher à plein de choses. J'ai une espèce de curiosité intellectuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 3 pans. J'ai Eskimos, qui est mon cabinet de conseil en acquisition digitale. Donc, on accompagne les marques à bien se référencer sur Google, ChatGPT, TikTok, Instagram, LinkedIn. Mhm. J'ai mon fonds d'investissement qui s'appelle 199 Ventures, où là, on investit dans des startups en early stage. Moins d'un an, hein, c'est ça, le Ça fait fond. moins d'un an. Ouais. Dédicace à Gauthier. Voilà, dédicace à Gauthier, que tu connais d'ailleurs. Bah, bien sûr. Et enfin, un troisième pan qui est également mon podcast, Little Big Things, qui est un podcast sur la tech où j'interviewe des entrepreneurs. Et donc, du coup, ça me permet de toucher un petit peu à tout et d'alimenter ma curiosité intellectuelle et de rester toujours dans le domaine du plaisir et de la passion. Je pense que c'est le moment où la passion te quitte que tu commences à devenir mauvais. Tu dirais que le point commun entre ces trois activités, c'est la passion, c'est le socle commun? Ah, clairement, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer la passion? En plus, c'est à des étapes différentes, enfin, on grandit tous. Il y a 15 ans, c'était quoi la passion quand tu as commencé Eskimos sous forme de freelance? Je crois que le podcast a peut-être 2-3 ans, c'est ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne dedans? Et aujourd'hui, avec cette envie d'investir et de supporter notre écosystème de jeunes entrepreneurs qui ont besoin de cash, qu'est-ce qui te passionne dans ça, encore une fois? Bah, le SEO, c'est vrai que ça m'a tout de suite passionné parce que c'est un peu comme trouver la recette du Big Mac. La recette de Google, personne ne la connaît. Moi, il y a 10 ans, je me suis dit, putain, je vais creuser si j'arrive à trouver un petit peu comment ça fonctionne. Ce serait énorme. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai trouvé des choses, des méthodes qui fonctionnaient. Je me suis positionné premier sur tous les mots-clés. C'est pour ça Ok. qu'on a beaucoup parlé de moi à cette époque. Si tu tapais agence SEO, référencement naturel, enfin tous les mots-clés, j'étais premier. Donc les gens se sont dit, c'est un cordonnier bien chaussé. S'il se référence lui premier, c'est qu'il est forcément bon. Donc j'aimais bien ce côté un petit peu mécanique de tu trouves quelque chose, ça marche et après tu peux le proposer à un client. Sans avoir accès à l'info, hein. C'est-à-dire que c'est que des Ouais. tests que tu Ouais, fais. parce que Google ne communique Bah pas oui. dessus. Donc, C'est une boîte noire, quoi. c'est une boîte noire. Ok. Ensuite, le podcast, c'est vraiment, je pense, de la curiosité intellectuelle et puis de l'empathie. J'aimais bien rencontrer des gens, me demander tout le temps dans les podcasts comment je m'enrichis. Et la réponse, c'était je m'enrichis au contact des autres. Et donc, du coup, je me suis dit, tous les cafés que je fais avec des entrepreneurs, je vais les record maintenant et je vais faire d'une pierre deux coups. Donc tu faisais déjà beaucoup ça en off, en fait. Ouais, je faisais ok. beaucoup de café, Et au moins 1 ou 2 199. par jour Ok. de café. Ok. Et la passion dans 199. Et la passion dans 199, c'est vraiment la passion de la technologie. Moi, je suis un technophile depuis toujours. Je suis un geek. Je jouais aux jeux vidéo quand j'étais petit. Et c'est vrai que j'ai transité ma passion des jeux vidéo dans le business. Et c'est vrai que investir aujourd'hui dans la technologie, ça me permet d'alimenter cette curiosité intellectuelle et de ne pas rester juste dans l'acquisition digitale, ce que je fais avec Eskimos. Donc ça me permet de voir plein de choses et d'avoir du coup une ouverture d'esprit, tu vois, une compréhension de la tech assez forte. Juste comprendre une chose, ces trois activités, est-ce qu'elles nourrissent ton bonheur au quotidien?
Ah, mais de malade. Ouais, Moi, c'est totalement lié. Ah ouais, ouais, D'ailleurs, c'est ce que je te dis, c'est quand la passion te quitte que tu deviens mauvais, et à contrario, c'est quand tu es dans le plaisir que tu excelles. Et donc, du coup, ces activités-là, pour moi, c'est parfait parce que dès que je suis un peu moins dans le plaisir dans l'une, je passe dans l'autre. Et du coup, je reste d'une certaine manière en plaisir constant. Et donc, du coup, peut-être dans l'excellence tout le temps aussi parce que du coup, je ne compte pas mes heures. Je travaille 7 jours sur 7. Tu vois, quand je travaille sur mon fonds d'investissement le week-end, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo. Tu vois, je suis vraiment. Ouais, un side project. Parce que souvent, les gens me disent, presque. mais pourquoi tu travailles autant? Mais en fait, on n'a pas la même définition du travail parfois. Et moi, en fait, je ne travaille pas, tu vois. Quand je travaille le soir après dîner, je sais pas, jusqu'à minuit, je suis pas en train de travailler, c'est comme si je jouais à Counter-Strike, en gros. Je vois Mais les très, gens ont du très mal à bien. comprendre parfois, ils disent, mais c'est bizarre. Mais parce que c'est du plaisir. Alors que C'est les du gens plaisir. associent le Exactement. travail à la douleur, peut-être. Moi, le travail chez moi, c'est le plaisir. Et c'est vrai que dans mon éducation, je m'estime chanceux. Je me rappelle, mon père me répétait souvent quand j'étais jeune, le travail c'est la santé. Et il me l'a tellement répété, c'était un peu à l'ancienne, que je sais pas, c'est resté ancré en moi. Et c'est vrai que j'ai la valeur travail qui est forte chez moi. Ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui n'ont pas cette valeur-là, parce que du coup, on se comprend pas. Tu le sens, ça par exemple, si on parle en 30 secondes d'entretien d'embauche de personnes avec. C'est dur de Instantanément. direct. Instantanément, par exemple. Par exemple, il y a des gens qui font dans le business, il y a des gens qui font des coups. Par exemple, ils disent, ah, regarde, t'achètes là 10 000 euros, et puis t'achètes par exemple 10 000 euros de Bitcoin, et si ça marche, ça va devenir 10 millions. Mais le problème dans ça, c'est qu'il n'y a ni le travail, ni le mérite. Et moi, je me reconnais pas là-dedans, j'avoue. Ça a une moins bonne saveur de réussir sur un coup. Je pense. Ouais, pour toi, en tout cas. Ouais, je pense que. Et c'est ça, toute la saveur du mérite. Parce qu'en fait, si tu fais quelque chose et que par exemple, si tu es milliardaire, mais que tu as juste mis, par exemple, 1 000 euros dans le Bitcoin un jour, tu n'as plus jamais travaillé de ta vie, que c'est un jour, ça devient 1 milliard, je pense qu'au fond de toi, tu seras un peu plus vide d'un point de vue énergétique que, par exemple, un besogneux qui va à l'usine tous les jours pour nourrir sa famille. Il a tellement de mérite et je pense que le jour de ta mort, enfin le jour où tu t'en vas, d'une certaine manière, tu sens ça et tu regardes un petit peu derrière toi et tu dis, toi, tu as une certaine forme de fierté. Et tu vois, par exemple, le besogneux qui va à l'usine tous les jours pour nourrir sa famille, pour payer l'école de ses enfants, j'ai l'impression qu'il quitte ce monde d'une manière un peu plus tranquille et apaisée, je dirais. Donc, Ouais. en termes de valeur, là, je tire les deux extrêmes. Tu t'identifies beaucoup plus à un ouvrier des mines dans le Nord-Pas-de-Calais que au multimilliardaire de la crypto basé à Dubaï aujourd'hui? Je pense, mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est que le mérite, ça s'achète pas. Et en fait, et le mérite, ce n'est pas associé à la valeur ou à un montant d'argent. C'est un truc en toi, quoi. C'est un truc en toi. Puis c'est la manière. Si par exemple tu travailles tous les jours et que par exemple tu gagnes, je sais pas, 2 000 euros par mois, mais que le sens de ton travail, c'est de payer des études à tes enfants ou subvenir aux besoins de ta famille, je trouve que c'est des valeurs nobles. Et du coup, c'est pas une question de montant parce que tu vois, tu gagnes pas une somme énorme, mais je pense qu'effectivement, au fond de toi, tu peux te coucher le soir avec plus de fierté. C'est la finalité, ouais, Ouais. au final, le C'est- moyen, l'utilité. Exactement, c'est plus le chemin que la finalité. C'est-à-dire que quoi. Ok. ou quelqu'un qui va hériter par exemple de beaucoup d'argent, qui va placer son argent, qui va avoir des gros rendements, c'est pas quelque chose qui m'inspire moi personnellement. En tout cas, j'avoue que tu vois, même si la personne elle gagne 1 million d'euros par mois ou des trucs comme ça, c'est pas moi c'est pas ce qui me fait C'est kiffer. pas les rentes. Moi c'est les Ouais. projets, j'adore rencontrer des gens qui ont des projets créatifs, des artistes ou autres, enfin, et qui travaillent tous les jours pour quelque chose qui leur plaît. C'est C'est un ça qui compte. faiseur plutôt qu'un collecteur de rentes. Exactement. Ouais. On parle, enfin, c'est une très bonne intro, je trouve, et on va pas se mentir, c'est facile après 15 ans d'expérience entrepreneuriale de dire tout ça. Mais moi, le but, C'est vrai. c'est aussi de comprendre comment t'en arrives là. J'aimerais qu'on fasse une petite connexion, justement, et je recommande à toutes les personnes dans ce podcast de prendre des risques et d'être utile pour notre société, d'avoir un impact. Et je suis sûr et certain, moi, c'est un peu mon avis, c'est qu'il y a une grosse corrélation avec le bonheur perso. On revient là-dessus. Ok, Andrea, il est geek quand il est plus jeune. Sans refaire toute ton enfance, toute ton éducation, c'est quoi l'aspect que tu revois dans ton enfance où tu te dis, bah oui, c'est logique que je devienne entrepreneur en fait?
Je pense que pour savoir un petit peu qui tu es et quelles sont tes valeurs, c'est toujours pas mal de revenir dans l'enfance. Mhm. Parce qu'en général, ce que tu aimais bien quand tu étais jeune, vu que t'es pas du tout influencé par qui que ce soit, c'est plutôt C'est que c'est un peu pur, en quoi. toi. C'est que Ouais, c'est un peu ouais. en toi. Et en fait, moi, par exemple, en rétrospectivement, je sais assez facilement que j'avais la fibre entrepreneuriale. Parce que d'une part, c'était dans mon éducation, mais d'autre part, tu vois, quand je me rappelle les jeux vidéo que j'aimais quand j'étais jeune, c'était des jeux de stratégie. C'était des jeux où, par exemple, tu allais récolter du bois, tu allais récolter de l'or, et puis dès que tu en avais suffisamment, tu pouvais créer une nouvelle base qui allait augmenter tes rendements, etc. Et c'est un peu de l'entrepreneuriat, ça. C'est le chemin. C'est le chemin. Le long chemin, c'est pas juste terminer le jeu. Et- Exactement, mais au-delà de ça, c'est la mécanique, quoi. C'est pas un jeu, par exemple, comment on appelle ça, MPV, non, enfin, je les aimais bien, c'est où tu joues avec, où tu vois juste la mitraillette, j'ai oublié le terme. FPV, ouais. FPV. First Je les aimais bien person. aussi, j'avoue que j'étais gamer. Ouais, ouais, ouais. J'aimais un petit peu tous les styles de jeu, mais tous les jeux où il y avait des niveaux, où tu progressais, etc., ça, j'aimais bien. Euh, à l'école, j'aimais bien collectionner les cartes. T'étais bon élève ou pas? Alors, ouais, Ce alors, regard. ouais, alors en fait, moi, j'ai toujours eu besoin de trouver du sens pour faire ce que je fais. Parce que sans sens, pour moi, c'est compliqué. Et donc, j'ai été très mauvais à l'école très longtemps parce que vu que je savais pas pourquoi j'étais là, en fait, c'était très compliqué pour moi. Même, je l'ai mal vécu parce que être assis sur une chaise, avoir plein de matière et devoir avoir des notes, c'était pas assez concret. J'ai eu du mal, j'avais pas cette maturité professionnelle aussi jeune. Donc je dirais que j'ai été mauvais dans une grande partie du temps au début et que je suis devenu bon dans la dernière partie et peut-être la plus essentielle parce que c'est celle où pour le coup il y a plus de concret et qu'il y a plus de clés pour être bon dans le business après, tu vois. Je- 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 Là, j'ai un reminder, enfin un eureka. On en a parlé lors de notre call de prépa. Tu as parlé là de maturité professionnelle et tu m'avais dit, je trouve ça fou les étudiants qui ont 12, 16, 18 ans et qui sont bons dans beaucoup de matières. Tu trouvais que c'était une sorte de Mm. discipline. Est-ce que ces gens-là, selon toi, feraient de bons entrepreneurs? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu peux être bon à l'école et devenir un mauvais entrepreneur. Tu peux être mauvais à l'école et devenir un bon entrepreneur. Je crois qu'il n'y a pas de règle dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait le charme de l'entrepreneuriat. Tout le monde aime l'entrepreneuriat parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. Tu peux être bon parce qu'on te demande d'être bon à un instant T sans forcément chercher du sens dedans. Parce que je pense pas qu'un gosse de 16 ans qui est bon en maths, physique et en géographie, il cherche du sens dans ça. Ouais, je pense. Ouais, je pense que Ok. tu peux être bon sans avoir du sens. Moi, c'est pas mon cas. J'ai besoin de sens quand je fais quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai toujours été impressionné de ces jeunes qui arrivaient déjà à réviser, qui avaient déjà cette conscience professionnelle à 15 ans. Alors que moi, à 15 ans, je pensais qu'à une chose, c'était jouer aux jeux vidéo, m'amuser avec mes amis. Je n'avais pas du tout cette maturité. Donc forcément, rétrospectivement, je me dis, putain, c'est dingue. Eux, ils l'avaient, moi, je l'avais pas, c'est sûr. Moi, je peux te dire qu'à 15 ans, j'avais, si tu appelles ça de la maturité, moi j'appelle ça de l'angoisse, de me demander ce que je vais faire de mes 10 doigts dans la vie pro. Et du coup, faut que je sois bon un peu dans toutes les matières. Et si je te raconte tout ça, c'est que 10 ans plus tard, je me rends compte que j'aurais adoré me poser ces questions de qu'est-ce qui fait du sens pour moi, qu'est-ce qui me rend heureux, Mm. pour arriver à ce truc dont tu parlais Grave. tout à l'heure, le travail, tu vois, le pouvoir comment dire, fournir de l'énergie et du travail sans forcément compter tes heures. Ça manque à l'école, non, je trouve. Bah, c'était un peu ce vers quoi je voulais t'amener. C'est, je comprends pas comment tu peux travailler sans compter tes heures pour un objectif qui ne remplit pas directement ton bonheur. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui prendrait pas de plaisir en allant à la salle de sport. Qui fait ça juste à la Ouais, fin ouais, pour ouais. se dire, il me faut des Non, beaux abdos. ça ne marche jamais. C'est comme, je sais pas, tout ce que tu essayes de faire sans plaisir ou Un ou genre sans de sens. sens que pour de l'argent. C'est un Je peu pense que ça étonnant. ne marche Ouais. pas. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sportifs de haut niveau qui en parlent. Léon Marchand, quand il a gagné ses médailles olympiques, Il y a eu il une baisse. quand on lui demande c'est quoi ta secret sauce, il explique qu'il essaie d'être à fond dans le plaisir. Je pense que le plaisir et l'excellence sont liés. C'est un truc que j'ai théorisé. Je pense que quand ce que tu fais, ça te plaît, tu kiffes, t'es imbattable. J'ai tellement envie de te poser des questions. Maintenant, on va parler en mode philosophie. Viens, on revient 30 secondes C'est dans un peu de ta la tête. philosophie en vrai. Hein. Mais c'est de la philo, mais du coup, derrière, la est-ce philo. qu'il n'y a pas une limite à l'excellence? Et là, je pense à des grands artistes, des grands athlètes qui, du coup, sont torturés parce qu'ils veulent toujours aller chercher plus. Et est-ce que le bonheur, c'est pas aussi de valoriser les choses simples? Prenons un artiste, par exemple, un musicien, allez, un chanteur.
un chanteur, Sans casserole. si quand il est sur scène, il est vraiment là où ça le fait, où ça lui apporte du plaisir, il kiffe, il est vraiment authentique. Il est pas là pour dire combien je vais gagner. Ça, l'action même de le faire lui amène du plaisir. Pour moi, ça va se ressentir. Dans son art, tu veux dire? Ouais, dans son art, et Ouais, je les suis gens vont le d'accord. ressentir et vont l'aimer pour ça. Je pense que du coup, tous les grands artistes, d'une certaine manière, d'ailleurs, souvent on dit les grands artistes sont fleurs de peau, sont émotionnels, parce qu'en fait, je pense qu'ils sont grave authentiques, ils sont Ils juste mettent eux-mêmes. du leur Et dedans. Ouais, je et suis totalement voilà, je pense que d'accord. dans tous les milieux, c'est pareil. Il y a un parallèle là-dessus avec l'entrepreneuriat? Est-ce qu'un entrepreneur doit mettre du sien dans sa boîte? Ah ouais, je pense. Je pense que l'entrepreneur qui incarne pas, qui est pas à 100% dans le projet, qui fait ça que pour, je sais pas, gagner de l'argent, mais le projet il s'en fout par exemple, ou le produit ne l'intéresse pas plus que ça. L'entrepreneur, en prenant les entrepreneurs de la tech, un entrepreneur de la tech doit être passionné par son produit, il doit respirer son produit, il doit ne pas dormir la nuit, il doit se réveiller en pleine nuit en disant putain, cette fonctionnalité ça pourrait aider tel utilisateur. Si c'est pas ça, ça ne marchera pas, et ça sera un peu ce que moi j'appelle les ou-entrepreneurs. On en parlait à un moment donné. C'est des gens qui ont vu un article dans Madines, qui ont dit C'est putain, la ça a l'air trend. stylé, je vais essayer de lever des fonds. Et d'ailleurs, les VC sont très doués là-dessus pour repérer les ou-entrepreneurs, des mecs qui connaissent parfaitement leurs produits et leur marché. Et on revient à ce que tu disais, c'est essayer de capter la passion et du coup le travail dedans. Attends, on va revenir sur tous ces sujets, mais juste avant ça, moi je veux comprendre une chose sur ton déclic entrepreneurial. Allez, on vit dans une société, surtout en France, où on se met dans des cases, on aime nos étiquettes. Moi, c'est simple. Comment tu sors de, je sais pas quelle étiquette tu te donnais à toi-même avant de devenir freelance et ensuite que tu crées Eskimos? Concrètement, comment tu t'es senti légitime à pouvoir conseiller des gens sur du référencement, du SEO? Déjà, je déteste les étiquettes. J'imagine Je bien. déteste les cases. Je déteste La toutes les France. théories du style j'ai fait une thèse en neurosciences, j'ai théorisé, donc tu es plutôt un profil atypique jaune M42, ou tu es plutôt une personne introvertie ou plutôt extravertie, ou tout ça je déteste. Pour moi, l'être humain est bien plus complexe Il y a que des ça. contre-exemples partout. Il y a des contre-exemples dans tous les sens. T'es souvent le gentil de l'un, le méchant de l'autre, le généreux de l'un, le radin de l'autre. Voilà, je déteste toutes les étiquettes, etc. Et je pense que c'est important de savoir en sortir. Il n'y a rien de pire que de s'enfermer dans quelque chose. Tu vois, par exemple, Tu t'es enfermé dans ça un moment? moi, jamais. Jamais. Moi, je pense que je suis Ok. ouvert d'esprit. J'ai ouvert des cases, je pense, dans mon esprit qui font que je serais plus dans la catégorie perché que dans la catégorie mécanique, je suis ça. Entrepreneur. Entrepreneur, quoi, je pense. D'ailleurs, Ok. la qualité des entrepreneurs, je pense, c'est un peu ça, c'est qu'ils sont capables de sortir des cases, de sortir des box, De s'adapter au final. de s'adapter, et de pas être aussi influencé par les autres, de faire ce qu'ils ont à faire, et d'aller au bout des choses. Donc, et je pense que ça, si j'ai un message pour les entrepreneurs, c'est de réussir à faire ça. Par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Tu es un ingénieur, t'aimes la technologie, tu peux pas lancer un podcast pour ta boîte, tu vois, c'est pas fait pour toi. Je pense que c'est des conneries. Je pense qu'il y a une plasticité cérébrale, neuronale. Et je pense que quand on a envie de faire quelque chose et que ça peut nous plaire, et que ça peut nous permettre de développer son business, qu'on peut y aller. Et il faut pas se restreindre. Il faut surtout pas écouter les autres non plus. Ah non, mais par exemple, moi, quand j'ai voulu lancer mon podcast, mais Andrea, T'es qui? t'es pas fait pour ça. Toi, t'es un techos. Alors que tu passes ta journée à faire des cafés avec des gens qui t'inspirent Oui. et vice-versa. Et au-delà de ça, je j'imagine. le sentais bien, j'avais envie de le faire, donc juste je l'ai fait, je m'en fous, quoi. Attends, ton conseil, c'est limite de recommander à des gens d'aller là où on ne les attend pas ou là où ce n'est pas leur place, en théorie. Limite, s'ils en ont besoin pour leur business, de pas avoir froid aux yeux et d'y aller. Parce que on veut trop. Par exemple, tu développes une boîte technologique, t'es product manager un peu, t'es techos. Et ben, personne te dira jamais d'aller faire du sales, parce qu'on se dira c'est contre-intuitif. C'est une énorme connerie. Je pense que tu peux être un bon product et être un très bon sales. Je pense que tu peux être un très bon CTO et être un très bon podcaster. Je pense qu'il faut arrêter avec les cases Ouais, et les je suis étiquettes. d'accord. Puis il faut arrêter aussi avec les couleurs. Par exemple, toi, t'es un jaune, t'es plutôt social, t'es plutôt un analytique. Je pense que l'être humain est un tout. Les tests psycho, là. Je pense qu'on est un tout, et qu'il suffit d'aller découvrir dans ce tout
des terrains peut-être inexplorés parfois d'ailleurs. C'est un pourcentage de plein de petites choses qui fait ton Voilà. unicité à la fin. Dis-moi une chose, toi, à la veille, donc il y a 15 ans, à la veille de commencer ton activité d'indépendant, puis en réalité, les prémices de l'entrepreneuriat, tu as des peurs? Il y a des choses qui te font peur? Il y a une peur d'échouer? Il y a... On a tous des peurs, je pense que ce serait mentir de dire non, j'ai pas de peur, je fais tout tranquille. Et j'ai eu peur quand j'ai lancé mon podcast. J'ai eu peur au début d'Eskimos que ça ne marche pas. J'ai eu peur quand j'ai développé Eskimos à l'international alors que je parlais très mal anglais. D'ailleurs, pareil, ça dans les cases, on pourrait dire bah, André, il parle pas bien anglais, donc il peut pas faire une boîte à l'international. Bah, regarde, j'ai réussi et je suis allé en Allemagne, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Italie, je suis allé en Espagne. Là, on va aller aux États-Unis. Ok. Alors que franchement, en anglais, je suis vraiment mauvais, quoi. Je suis Et- plutôt un matheux, moi, de base. Comment t'as fait ça? Tu t'es entouré, t'as travaillé, t'as fait quoi? Je me suis entouré, j'ai travaillé, puis j'avais pas non plus un niveau qui fait que je peux pas parler avec quelqu'un en anglais, mais j'y suis juste allé, j'avais envie de le faire. Quand j'ai lancé mon fonds d'investissement, j'ai eu peur. Je sais que 100% des fonds de venture capital en France perdent de l'argent. Ok. Donc je me suis dit, putain, je vais y aller, je vais investir des grosses sommes. Il y a de fortes chances que je perde de l'argent comme tous les autres. On est toujours habité par des peurs, mais il y a un côté un peu excitant dans la peur, justement, quand tu arrives à la transcender. Il y a un côté sympa quand, justement, tu te dis, par exemple, pour le podcast, j'avais peur du regard des autres. Je me suis dit, mais les gens vont se dire, mais il veut se mettre en avant, qu'est-ce qu'il veut faire? Euh, Puis pourquoi il lance un podcast? On va se dire, mais il est plus à 100% sur Eskimos. Enfin bref, j'avais 1000 peurs. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi dans un podcast? Est-ce que je vais réellement être bon? Mais j'avais envie de le faire, alors je l'ai fait, voilà. Si je te pose la question, et on va aller sur Eskimos, ton tout premier client, quand tu es freelance, tu l'as trouvé comment? Et jusqu'au moment où vous avez lancé la mission, est-ce que tu t'es dit, bien sûr, je vais pouvoir répondre à sa problématique? Une des peurs que j'avais avec Eskimos, quand j'étais freelance de 2010 à 2015, je travaillais de chez moi, derrière mon ordinateur, en jogging, en mode geek, pendant 5 ans. Le téléphone de l'agence, c'était le téléphone de ma box Orange, les fameux 09, etc. à l'époque. Et en fait, euh, oui, j'avais peur d'une certaine manière de me confronter au marché et d'aller rencontrer des prospects, des clients. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à me développer au final. Donc, comment j'ai trouvé mes premiers clients au début? Bah, je les ai trouvés derrière mon ordinateur en allant sur des forums, en allant sur des plateformes de freelancing où en gros quelqu'un mettait un projet, toi tu répondais et tu pouvais gagner. Et c'est là que tu rentrais en contact avec le client. Mais je postais pas sur LinkedIn, je ne prospectais pas, je ne prospectais pas, j'allais Tu pas. es allé chercher des petites victoires en sous-marin Voilà. avant d'être public. Exactement ça. J'allais travailler des petites victoires en sous-marin. Et puis à un moment donné, je me suis transcendé, me demande pas pourquoi, je sais pas comment j'ai fait, je pourrais pas te dire pourquoi. Je suis sorti de chez moi, j'ai commencé à aller prendre des cafés, j'ai commencé à poster sur LinkedIn et je me suis révélé. Et je pense que c'est en ça qu'on est tous un tout et on a tous beaucoup de talent. Je pense qu'il faut juste se révéler, je pense. Et y a pas, on peut pas intellectualiser un déclic là-dessus? Genre, tu dis juste que c'est plein de petites étapes, qu'à un moment, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit, non, en fait, je peux le faire, je suis légitime et je vais communiquer, je m'en fous de ce que pensent les autres. Ce serait te mentir que te dire j'ai fait ça pour telle et telle raison. Franchement, je sais pas. Ce que je me rappelle, c'est que j'avais un peu honte au début. J'avais le syndrome de l'imposteur. Donc, quand je rencontrais des gens, je disais toujours bah, tu sais, moi, dans mon entreprise, on est 10 collaborateurs, alors que j'étais tout seul. Ah, je me- c'est mytho. Et je me rappelle d'une anecdote où un entrepreneur assez successful un jour m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, tu sais, ça se sent ce genre de choses, Andrea, t'inquiète pas, je sais que t'es bon, mais à mon niveau, on sait reconnaître quand quelqu'un a une petite structure ou pas. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, ça a été C'est compliqué. intéressant ça. Et moi, je veux savoir si on avance un tout petit peu. Je crois que ça a pris 5 ans avant que tu crées réellement la structure Eskimos. Puis, bah d'ailleurs, donne-nous des chiffres 10 ans plus tard. Je crois que c'est ça. En 2015, tu crées la structure officiellement. 2015, ouais. Donc aujourd'hui, si tu peux nous balancer, ne serait-ce que combien d'employés, je sais pas s'il y a enfin, les chiffres que tu peux donner, le c'est à la marge nette, ton Ouais. salaire. Allez, on va balancer du Non, mais chiffre. raconte ça, mais surtout, moi, ma question, c'est, et je pense que ça peut intéresser énormément de personnes dans l'audience, comment tu passes de simple freelance à entrepreneur d'une vraie boîte? Et je m'explique, je suis passé là-dessus, moi, de freelance à entrepreneur, juste parce que j'ai fait, je crois que la limite, c'est 75 ou 84 CA, mais j'ai aucun employé. Moi-même, je suis pas salarié, je bosse avec des freelances.
Donc moi, je me considère même pas réellement entrepreneur encore. Je me considère petit, Je pense qu'entrepreneur, c'est un mindset. évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui sont des entrepreneurs et il y a beaucoup de freelances qui n'en sont pas. J'aime bien en parler parce que souvent, je travaille avec des freelances et puis ils travaillent avec moi comme si ils étaient en CDI dans une entreprise. Et j'aime bien différencier le fait que, enfin voilà, si tu es freelance, pour moi, tu es entrepreneur. Donc, si tu es freelance et tu comptes ton temps, tu veux pas mettre en place un bon service client, faire en sorte que le client est roi, faire du dépassement de mission pour vraiment satisfaire ton client. Si tu te L'extra mile qu'on l'extra appelle. miles, en gros, Mm. bah, t'es pas entrepreneur. Donc, pourquoi tu es freelance? Je me pose toujours cette question-là. Parce que c'est bizarre, si tu es freelance. Ah, tu penses que freelance c'est une étape avant de grossir et de devenir réellement En entrepreneur? fait, je pense que quand tu démarres freelance, peux déjà être dans un mindset entrepreneurial ou non. Et tu as des freelances qui sont des entrepreneurs pour moi. Juste, ils n'ont pas d'employés, mais c'est des vrais entrepreneurs. Pour moi, ils gèrent leur temps. Ils travaillent souvent le soir et le week-end, même parfois en off vacances. Ils ont le sens du service client. Ils veulent faire l'extra miles pour leurs clients. Et à contrario, il y a des freelances, à 18h, tu peux plus les appeler. Tu peux pas leur demander l'extra miles. Et le service client, ils s'en du tapent. jour au lendemain. Ouais, 4 jours au lendemain, ouais. ils sont pas pros. Et pour cette première catégorie, c'est quoi je sais que c'est compliqué, on va pas dire le conseil ultime parce qu'en fait, il n'en existe pas. Mais toi, ça a marché comment pour que tu passes d'une simple activité derrière ton ordi à multiplier les clients, les missions? Et j'imagine qu'à un moment, tu t'es dit, oh là là, faut que je me structure, sinon j'ai plus de vie en fait. Et j'ai envie d'aller sur ce deuxième challenge. Comment t'as fait pour te projeter là-dessus? Ça s'est fait progressivement déjà. Ok. La première étape, ça a été de recruter, pas de recruter, ça a été de prendre mes bureaux. Parce qu'à partir du moment où tu prends des bureaux, tu as une certaine forme de pression à tous les niveaux, en termes financiers, parce que le bureau te coûte une tonne. Tu y vas tous les jours, donc mécaniquement, ton cerveau, même biologiquement, je pense, tout s'active pour aller passer beaucoup de temps dans un lieu de travail. Et donc, quand tu vas dans un lieu de travail de 9h à je sais pas quelle heure, versus quand tu es chez toi ou, je sais pas, un pote t'appelle, tu peux rester 1 heure au téléphone avec lui quand tu es freelance, alors que quand tu es sur un lieu de travail. Donc je dirais, ça a été de prendre mes premiers bureaux, d'avoir un lieu de travail, et deux, de commencer à recruter pour avoir cette notion d'équipe, le fait de déléguer. Et donc moi, j'ai commencé à recruter un premier stagiaire, un deuxième stagiaire, et ça s'est fait vraiment progressivement. Ah, c'est drôle. Tu t'es pas laissé le choix. T'as mis la charrue avant les bœufs. Ouais, je me rappelle, je gagnais entre 2 et 4 000 euros par mois. Les premiers bureaux que j'ai pris, si je me rappelle bien, ils étaient à 2 000 euros par mois. Donc les mois où j'allais gagner exactement le minimum de ce que je pouvais gagner dans ma fourchette, donc 2 000 euros, ça payait juste le loyer. Donc t'avais pas de marge, quoi. Donc j'avais pas de marge, et donc du coup, je me suis mis un peu à risque, mine de rien, mais sans m'en rendre compte, parce que je voulais vraiment sortir de ma bulle de chez moi. Tu sais, quand tu travailles 5 ans chez toi, en jogging, que t'as pas d'horaire, Ouais, mais je suis moi j'ai besoin totalement d'un d'accord. cadre, je te l'avoue. Enfin, à cette époque, j'avais besoin d'un cadre, aujourd'hui un peu moins, parce que je suis plus discipliné, parce que j'étais plus jeune, j'avais 25 ans. J'ai eu besoin de ce cadre-là pour vraiment que ça fonctionne. Sinon, ça marchait pas trop chez moi. Tu le recommandes à des gens, ça? Je trouve ça hyper intéressant ce que tu Grave. racontes. Je le recommande de fou. Ouais. En fait, ça dépend des personnalités. Mais une personnalité Faut qui a du avoir mal l'air un peu à se insolite. cadrer. Non, parce que tu peux prendre une place de coworking. C'est vrai. Ça marche aussi, je pense. À 400-500 balles plutôt que 2000 balles. Ok. Mais Ouais. déjà à cette échelle-là, tu te dis, ok, le gars paye ou la nana. Donc tous les matins, psychologiquement, Ouais. il ou elle va vouloir aller. Ouais. Et je trouve ça très vrai. Moi qui bosse de chez moi, bon là, je vais être au coworking, mais je vois ces journées de vas-y, prends le call avec ton pote si t'as envie de Mais procrastiner. grave. Versus t'es au coworking, tout le monde bosse autour de toi et t'es dans ce cadre-là. Tu nous as pas donné. Balance les 2-3 chiffres que tu peux donner sur Eskimos. Alors aujourd'hui, Eskimos, donc sur 2026, on voudrait faire autour de 40 millions d'euros d'ARR. Ok. On est présent dans 5 pays. Donc, on est présent à Madrid, on est présent à Milan, on est présent à Düsseldorf, on est présent à Londres et on est présent à Paris. Ah, il n'y a pas les US du coup de. On n'a pas encore les US, on voudrait développer. Ok. Sachant que dans chaque pays, c'est pas. Parce que tu as pas mal de cabinets de conseil qui disent on est là, on est là, on est là, alors qu'ils n'y sont pas du tout. Nous, on a des bureaux physiques avec au moins 20 collaborateurs dans chaque pays. Et donc, on est aujourd'hui la seule agence
en search marketing, à pouvoir accompagner des clients dans ces pays-là avec des consultants natifs, des gens sur place et pas un partenaire sur place où on délègue. Et puis On surtout l'a- qu'il y a un truc de culture. Ah oui. C'est pas qu'un algo, quoi. Ah non, 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 tu as une barrière culturelle et linguistique qui est très forte. Donc 40 millions d'ARR, 5 pays, vous êtes combien en tout si tu dis Là, on est 300 consultants. Ah ouais, donc quoi, 300 il y a collaborateurs. 200 en France et ensuite une vingtaine dans Et les alors autres non, pays. faudrait que... Ouais, la moitié à peu près en France et la moitié à l'international. Et on fait 50% du chiffre d'affaires à l'international déjà. Ouais. Ma question à 1 million, tu prenais plus de plaisir à quel moment? Les 5 années où tu étais freelance, les 5 premières années où tu as créé Eskimos ou les 5 dernières où tu es déjà sur du... je sais pas, il y a 5 ans, vous étiez déjà une centaine, 150 avant d'être 300? Je pense qu'il y a un temps pour tout et que j'ai pris autant de plaisir à toutes les étapes. Et c'est ce que je te disais, ça rejoint la valeur du mérite dont je te parlais. Moi, au début, quand j'ai lancé Eskimos et que je travaillais à fond tous les jours, je me faisais des énormes journées et que parfois je partais pas en vacances, je travaillais le week-end, etc. Bon, j'étais dans le plaisir, c'est pas vraiment du travail, mais j'avais cette excitation des débuts. J'ai adoré ce moment et pourtant, c'était pas là où j'étais le plus riche, c'était pas là où j'avais les plus beaux clients. Mais j'ai adoré cette Le période. chemin, quoi. Le chemin. J'ai adoré quand j'ai pris mes premiers bureaux, je suis passé de mes premiers bureaux qui faisaient 15 mètres carrés à 100. J'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré passer de 100 à 500 mètres carrés, à 1000 mètres carrés. Toutes ces étapes-là, en fait, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir dans tout. Et aujourd'hui, je prends encore beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Mais quand on va racheter une boîte à Londres et qu'on gagne un énorme client, une marque internationale, je pense que le plaisir est équivalent que quand je crée mon site Eskimos au début, que j'essaie de le référencer premier sur agence SEO. Donc, c'est l'étape et Moi, l'incertitude. ma secret sauce, c'est d'être dans le plaisir. Ouais. Et en fait, le fait d'être dans le plaisir, ça me rend ultra productif. Je pense que je suis très productif dans le travail et que j'exécute très très fort. Et j'exécute fort parce que comme j'ai l'impression de jouer à Age of Empires ou à Counter-Strike, en fait, je suis imbattable parce que c'est pas du travail pour moi, tu vois. Et donc, du coup, j'excelle parce que je veux toujours passer au prochain niveau. Et donc, du coup, quand je travaille, je travaille bien, je pense. Et j'ai envie de t'emmerder, mais je suis sûr aussi que le plaisir fluctue avec nos expériences et avec notre âge, enfin, quand on grandit. Est-ce qu'il y a une date d'expiration en tant que CEO de Eskimos? Moi, ce qui compte pour moi, c'est que le projet aille le plus loin possible. Je m'en fous un peu des titres, je m'en fous des postes, je m'en fous des rangs, je m'en fous des postures. Tu dois toujours être opérationnel, en tout Moi, cas. ce que je veux, c'est que Eskimos aille le plus loin possible. C'est quoi le plus loin possible Le quand plus tu loin fais 40 possible, millions d'ARR Moi, mon déjà? objectif, c'est qu'Eskimos soit valorisé plusieurs milliards d'euros et qu'on ait la majorité du capital, voire 100% du capital. Tu disais à l'époque que tu voulais faire la première licorne bootstrap. Exactement. La première licorne bootstrap, c'est toujours l'objectif. Ok. Ça n'a pas changé. On est fidèle à ce qu'on disait à l'époque. On n'a pas changé. Mais tu vois, donc être le CEO d'Eskimos, être le consultant d'Eskimos, être le CTO d'Eskimos, je m'en fous un peu. Ce que je veux, c'est avoir un maximum d'impact pour Eskimos et que Eskimos aille le plus loin possible, mais j'ai aucun ego. Et En fait, je m'en fous. Aujourd'hui, CEO, c'est parce qu'il faut l'écrire quelque part. Non, bien sûr, Mais, mais, je m'en fous. si on représente un pourcentage, t'en es où en fait? T'es à 50% de ton aventure Eskimos, tu dirais, en termes d'objectifs, ou en réalité t'es encore que au début? Parce qu'en plus, 15 ans, hein? On Ça te fait dit 15 que ans, quand ouais. t'investis dans une boîte, Je dirais l'exit, c'est que 8 je ans. suis qu'au début de l'aventure d'Eskimos encore qu'au aujourd'hui, début. à 40 Ok. millions d'ARR. Ouais. J'allais dire pour autant, et tu nous l'as expliqué, c'est la passion. C'est drôle parce que quand on parle avec des entrepreneurs, il y a, tu sais, ces entrepreneurs qui vont te dire j'ai besoin de fermer une page avant d'en ouvrir une autre. Or, toi, j'ai l'impression que tu ouvres plein de pages et après tu vois celles qui marchent et celles sur lesquelles tu peux encore tourner. Je veux savoir le podcast que tu as lancé et ensuite on va parler de 199. Je crois que c'est dans ça, hein, la chronologie. Podcast il y a Oui. 2 ans, c'est ça? C'est ça, 2 ans et demi, je crois, ou 2 ans. Ok, il y a de la passion. Mais concrètement, c'est de la passion ou de la strat aussi parce que tu parles, je pense, d'entrepreneuriat et donc ça sert 199, mais tu parles aussi, j'imagine, d'entrepreneuriat sous couvert de référencement, de SEO, de marketing digital. Et là, ça va plutôt toucher sur Eskimos. En gros, ouais, c'est la passion, la strat, c'est les deux, c'est quoi? Déjà, pour revenir sur les pages et tourner les pages, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire ça. Je pense que j'ai été trop émotionnel dans le business. Je me rappelle, j'ai traîné des business, mais mes premiers business, je les tenais genre 8 ans, alors que le truc, je savais qu'il allait plus marcher au bout de 2-3 ans. Ça a toujours été difficile pour moi, ça. T'as du mal avec le deuil de quelque chose, Moi, d'un ouais, projet? je suis
plus sur des projets longs maintenant, mais c'est vrai que voilà, tourner des pages, ça a toujours été difficile. Maintenant, j'arrive à mieux gérer, je pense. Et puis, concernant le podcast, en fait, moi, comme je suis technophile, comme je te l'ai dit depuis toujours, j'adore la tech, quoi. C'est vraiment mon truc. Finalement, que ce soit le podcast ou mon fonds d'investissement, les deux sont très liés à la tech, donc je prends énormément de plaisir. J'ai énormément de curiosité intellectuelle. Et donc, vraiment, c'est pas un travail pour moi, ces deux projets, quoi. Mais ça te coûte des thunes quand même, le podcast. Le podcast me coûte une fortune. Mais tu vois aucun ROI direct là-dessus. Tu penses pas comme ça en retour sur investissement. Non, je pense que j'ai pas de. Je pense que j'ai des retours, mais bon, j'arrive pas à les calculer aujourd'hui, ils sont indirects. Mais c'est vraiment un projet passion. Les gens ne se rendent pas compte, on s'en parlait en off. Tu Un taffes qu'il y a podcast, derrière. Ouais. parce qu'il faut que les gens comprennent, un podcast comme Little Big Things aujourd'hui me coûte 150 000 euros annuels. Je sais pas si les gens réalisent la somme. Ça me coûte pas autant, les amis. Entre le monteur, Ouais, bien mais sûr. j'ai 4-5 personnes qui travaillent presque tout à temps plein. Genre Puis t'en 4 personnes fais à temps un plein. par semaine, alors que ce n'est pas ton métier à la base. Enfin, c'est pas En ton plus, activité à 100%. Et puis, comme quoi. je délègue, comme aujourd'hui, moi, je suis vraiment à 90% dans Eskimos, vraiment, c'est mon bébé. J'ai besoin de déléguer les autres activités. Et donc, Little Big Thing, j'ai besoin de faire mon podcast, de tourner et qu'après, scaler, tu vois. Et, et donc, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Quand ils se prennent un Reels sur YouTube ou quoi que ce soit, je dépense 150 000 euros et je n'ai aucun revenu à l'heure actuelle. Donc, je suis à un déficit de 150 000 euros. Ouais, Mais ok. j'ai investi, donc au bout de 10 ans, j'aurais investi 1,5 million dans mon podcast. Parce que aussi, à un moment donné, je pense que j'en tirerai des bénéfices. Sur les 30 derniers jours, on a fait 30 millions de vues sur Instagram. Rien que sur Instagram. Oh, viens, on parle C'est d'Instagram en 30 secondes. C'est fou, non Monsieur, 30 millions de vues. monsieur qui a galéré des années avant d'avoir le petit badge bleu validé. Je sais À pas l'époque, pourquoi. ouais, Mec, j'ai ouais. des souvenirs de toi en train de faire des stories en mode vous me faites chier Insta, genre je suis sur BFM, j'ai 50K d'abonnés, etc. Comment t'as fait pour l'avoir ce truc? J'ai fini par l'avoir. Et 2 Alors- mois après, alors, c'était le paid. Exactement. Alors, j'ai été dégoûté. C'est marrant que tu saches ça. En gros, j'ai attendu 1 an avant de réussir à avoir c'était le blue tick à l'époque, ouais, sur Instagram. Et il avait grave de la valeur à l'époque parce qu'il était vraiment dur à avoir. Et en gros, au bout d'1 an, quand je l'ai eu, j'étais saucé de ouf en mode putain, je suis un des seuls entrepreneurs en France à l'avoir eu. J'étais grave saucé. 2 mois après ou 3 mois après, je crois. Il lançait l'offre payante. Il lance l'offre payante où en gros tu payes 20 euros par mois et tu peux avoir le badge, quoi. Donc j'étais deg. Tu me Et recommandes. d'ailleurs, aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai toujours le badge, mais je ne paye pas les 20 euros par mois sur Instagram. Mais ils du l'ont coup, les laissé gens aux savent anciens. pas. Oui, oui. Mais du coup, les gens ne savent pas, ouais. Tu me recommandes, moi, question toute conne, pour mon podcast, qui fait pas du tout autant de vues, mais j'aimerais beaucoup. Tu recommandes, tu penses que ça aide ce badge, que moi j'investisse 20 euros par mois? Je pense que oui, parce que a priori, ça pourrait booster aussi l'algorithme. D'accord. Donc, Instagram favoriserait les comptes Certifié, quoi. certifiés. Donc, ça vaudrait le coup. Et puis, d'une certaine manière, c'est une certaine forme de réassurance avec l'IA, avec tous ces comptes. On pourrait se dire, bah voilà, c'est le compte officiel du podcast dans la tête d'un CEO. On fait Donc confiance, oui, ouais. d'un point de vue réassurance et d'un point de vue peut-être algorithme, je te recommanderais de le faire. T'es entrepreneur, on en a parlé peut-être un peu en amont. Je voulais savoir, avec cette activité aussi sur les réseaux, puis enfin, je l'ai un peu dit avant, mais moi je t'ai aussi beaucoup vu sur BFM, bon, sur les réseaux. Non pas que je regarde BFM tous les jours, mais de toute façon, BFM Business. Hein. T'es quoi? T'es entrepreneur, t'es artiste aujourd'hui, t'es créateur de contenu, t'aimes bien montrer ta tête sur les réseaux. Je sais pas si on peut mettre une étiquette sur Voilà, ce que je j'allais suis. dire dans quel cas je te Dans mets, quel mais cas tu vas tu me mets dire, j'aime pas les cases. je pense que si je devais garder une case, ce serait créatif. Ok. Je pense que voilà, je suis Tu peux se quelqu'un de créatif. représenter sous plein de formes. Et Créatif, du coup, bah, ce qui est bien avec le côté créatif, c'est que ça ouvre le champ des possibles de tout, quoi, tu vois. Ça permet de pouvoir tout faire. J'aime bien ce côté pouvoir tout explorer. Un petit peu comme, tu vois, la vie, c'était un chemin où tu pouvais explorer plein de trucs différents, un peu comme le voyage, tu vois. ouais, Tu je vois voyages très des bien. endroits différents. Ben, la créativité, c'est explorer des zones différentes. Ou par exemple, le podcast va me mettre dans une zone plutôt de journaliste, avec de l'empathie, de la curiosité. Le fonds d'investissement dans le côté peut-être plus analytique, quand on fait des due deals pour savoir si la boîte est bien. Voilà, curiosité intellectuelle également.
investisseur, du coup aussi cette casquette financière et investisseur, peut-être aussi mathématique un peu cartésienne. Ouais. Et puis l'entrepreneuriat avec Eskimos où tu développes, tu manages, tu embarques des gens, tu crées, voilà. Donc j'aime bien explorer. Bah, J'aimerais bien là par exemple faire un peu d'immobilier parce que Ok. j'en ai jamais trop fait pour explorer aussi ça. Les gens ne le savent pas, mais j'ai lancé une société de production de cinéma. Mais non. Si. Mais attends, moi j'allais te poser la question. Tu dis que tu es un créatif. C'est quoi l'aspect créatif que tu n'as pas encore exploré? Mais alors là, partons sur le cinéma, raconte. Bah, je me suis associé avec un scénariste, réalisateur également. J'ai senti qu'il avait du talent, c'est bien entendu. On s'est associés. En s'associant, moi j'ai mis de l'argent et j'ai acheté aussi un de ses scénarios Ok. qu'il avait fait que je trouvais cool. Et voilà. C'était quand? Et est-ce qu'il y a des projets qui sont sortis ou pas encore? Ça fait 1 an et non, ça prend du temps. Parce Oui, qu'on veut faire les j'imagine. choses bien, le cinéma, tu sais comment c'est. Mais c'est un truc que j'aimerais explorer dans le futur. Ah, c'est, Ouais, ouais. ok, c'est Par cool. exemple, un de mes rêves, ça aurait été d'écrire un scénario un jour, mais j'ai pas le temps. Mais tu vois, si j'avais le temps, je kifferais me prendre 1 an et écrire un scénario, mais je. Mais est-ce que la boîte de prod, c'est pas déjà mettre un pied dans ce rêve? Si, C'est si, si. côtoyer. Exactement. Et puis, je pense que je travaillerais peut-être avec des auteurs où je pourrais relire. Mais toujours tu vois, dans ce truc d'exploration, quand j'étais jeune, j'étais en sport-études tennis. J'adore la compétition. Voilà, je vois la vie un peu comme une exploration. Ouais. Mais c'est drôle, tu parles du sport études tennis, puis là tu parles de ton envie en fait de rentrer, on va dire, dans le cinéma avec ce côté artistique et du coup tu rentres via le business. J'ai l'impression que tu t'entoures de gens qui vont t'inspirer. Et moi je veux aller sur 199. Ça va être une dédicace à Gauthier aussi, mais C'est bien, on va parler de lui, c'est bien. allez, non mais en vrai, pourquoi? Je vais aller plus loin. En quoi, en tant que mec qui n'a pas levé de fonds, t'es légitime pour investir dans des boîtes et leur dire venez lever des fonds avec nous? Et la deuxième chose, c'est pour une boîte qui fait 40 millions de CA, pour un podcast que tu dois te taper par semaine et avec 150 000, mais on imagine aussi le temps que tu passes derrière. Enfin, pourquoi tu montes pas ça seul? Et je sais qu'il y a une raison dedans. Donc, ouais, la légitimité et pourquoi t'accompagner de d'autres personnes. Déjà, il y a un truc qui me passionne, moi, dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le truc numéro 1. C'est le fait de révéler des talents. Ok. Ça me procure un plaisir, tu peux pas imaginer. C'est-à-dire que quand je recrute quelqu'un qui est au début de sa carrière, pardon, et j'adore justement quand ils sont jeunes et qu'ils démarrent parce que tu vois qu'il y a des qualités, il y a encore des défauts parce qu'ils apprennent encore à se connaître, etc. J'avoue que j'adore ce challenge-là. Tu te sens utile? Je pense avoir révélé des talents dans ma vie déjà à mon jeune âge. Ouais. Et je prends beaucoup de plaisir parce que quand tu révèles un talent, d'une certaine manière, la personne se révèle elle-même et donc du coup, elle est dans le plaisir. Et j'avoue que c'est assez enthousiasmant de voir quelqu'un qui est dans le plaisir parce que l'inverse du plaisir, ce serait plutôt d'être dans quelque chose de moins agréable. Très carré, Ouais. Donc, très robotique. Ouais. franchement, moi j'adore ça. Et alors, pourquoi je m'entoure? C'est parce que j'aurais pas le temps sinon. En fait, je pourrais pas faire tous ces projets-là si je m'entourais pas. Mais Donc mon objectif, tu c'est t'es de pas trouver des entouré au talents. tout départ. Non, au t'emmerde, début, je mais faisais tout. même de Eskimos, Ouais. D'ailleurs, etc. j'étais solo founder d'Eskimos au démarrage, donc j'étais sales, je faisais la compta, je gérais les projets, je faisais tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je délègue beaucoup dans toutes mes activités. De toute façon, je pourrais pas faire tout ça. C'est impossible si j'avais pas des. Et ce qui est cool avec l'argent, c'est que ça te permet du coup de financer les projets parce que, par exemple, le podcast Little Big Things aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire sans argent. Bien sûr. Mon fonds d'investissement, je pourrais pas le faire sans argent parce que j'aurais pas pu recruter Gauthier qui gère le projet et j'aurais pas les moyens d'investir dans les boîtes. Donc en fait, l'argent, j'aime bien dire que, enfin, tu vois, moi personnellement, avoir toujours plus d'argent, c'est pas ce qui me rend heureux. Pour moi personnellement, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir financer de plus en plus de projets et du coup faire de plus en plus de projets. En fait, l'argent pour moi, finalement, il me permet d'explorer de nouveaux territoires. Ok. C'est ça qui me plaît dans l'argent, c'est l'impact aussi que tu peux avoir. Et parle-moi 30 secondes de Gauthier, notamment sur un fonds d'investissement. Vous êtes que deux? On n'est que deux, c'est Gauthier qui gère à 100% 199 Ventures. Ok. Donc il est à la tête. Qu'est-ce qui t'apporte, Gauthier? Déjà, il m'apporte Des thunes, des non, leads. non, c'est pas lui qui investit dans les boîtes pour le coup. Ok. Non, ce qui m'apporte, c'est sa capacité à gérer la structure. Donc, on a reçu quand même 1500 dossiers en moins d'1 an, donc gérer les dossiers. Donc, faire les calls avec tous les entrepreneurs,
faire les due deals sur les boîtes pour savoir dans lesquelles se positionner ou dans lesquelles ne pas se positionner, faire ce travail de networking avec tous les autres fonds pour être sûr de récupérer les bons dossiers, faire le reporting. Il me fait un reporting toutes les semaines pour savoir les gens qu'il a rencontrés, les dossiers qu'il a vus, dans quoi il faudrait investir. Et puis, ce qui est cool, c'est de voir comment il se révèle, encore une fois, parce qu'il est au début du projet. Et en fait, moi, je l'ai lancé dans le bain direct. Je pense que Tu vois il l'évolution n'y a pas déjà d'autres personnes, je pense, en France qui gèrent un fonds comme celui-ci à son âge. Et, euh, et je vois que chaque mois, il progresse, il se révèle. Je crois qu'il va faire son premier podcast là bientôt. Il écrit des articles de blog super pointus. Il s'est mis à poster sur LinkedIn alors qu'il faisait pas ça avant. Et d'une certaine manière, il sort aussi de sa zone de confort. Et tu vois qu'il prend du plaisir à Et je vois qu'il prend apprendre de plus en plus de plaisir, ouais. Ok. Et j'avoue que c'est un projet assez stimulant. Et comme je pense que Gauthier et moi, on est dans le plaisir dans 199 Ventures, je pense qu'on va pouvoir exceller. Et c'est le métrique que je regarde. Je regarde toujours si il est dans le plaisir quand on échange, est-ce qu'il kiffe. Et j'ai recruté Gauthier parce que par rapport à tous les candidats, c'était pas celui qui avait le plus d'expérience ou d'antériorité dans ce secteur-là. Mais j'ai senti que c'était celui qui était le plus dans le plaisir. Et ça a été mon critère de recrutement. Et Ouais. mon critère aussi de continuer à bosser avec lui, c'est ça. C'est Ouais. le plaisir. Si l'envie je de vois à un moment donné qu'il travailler. fait le truc de manière trop mécanique, je pense que ce sera un problème. Ok. Le fait que là, il soit vraiment dans le plaisir, quand il me raconte à qui il a parlé, dans quelle boîte on devrait investir, on est dans le kiff. Moi, On rigole ensemble, on kiffe, tu vois. En VC, je disais, c'est vraiment un job. En tout cas, si t'aimes l'humain et que t'es curieux, 50% du job, tu peux le faire gratuitement, quoi. Genre vraiment, enfin bon, je sais pas combien tu le payes, mais moi, à l'époque, je me disais, mais il est incroyable ce job. Enfin, t'es Mais grave. payé pour supporter des founders au début. En plus, on va pas se mentir, moi, c'est pas mon argent à l'époque. Donc, Gauthier, je sais pas comment t'as géré ça avec lui. T'es bon sales? T'es un bon sales? Je pense que je suis un bon sales. Il y a une question Dans- après qui arrive. Ouais, mais Attention, alors hein. ça dépend parce qu'il y a plusieurs manières de faire du sales. Moi, je suis bon dans certaines catégories certaines formes de sales. Ok. Je vais être bon peut-être grâce à mon marketing, à tout ce qui va être prospection. Je vais être bon dans la capacité à créer une relation avec quelqu'un, à avoir de l'empathie. Comme j'ai une très forte curiosité, je vais réussir à créer un lien avec les gens. Par contre, si c'est plus procédurier, plus encadré, dans le cadre par exemple, d'un appel d'offres public, peut-être que Ouais, je suis ok. moins bon sales que d'autres à cet endroit-là. Donc, ouais. Bon, bah, je te lance. S'il y a des founders qui nous écoutent, qui ont une boîte tech, voire deep tech, avec une tech propriétaire, qui veulent lever de l'argent, j'allais dire voler, je sais pas pourquoi, lever de l'argent. C'est quoi les raisons pour lesquelles ils devraient contacter Eskimos et ils devraient choisir Eskimos plus que... Déjà, raconte la taille du fonds, les tickets, mais moi j'allais dire pourquoi on irait voir Eskimos plutôt que Kima ou Motier aujourd'hui. Non, alors, du coup, plutôt 199 Ventures et pas Eskimos. 199, Parce ouais. que- Je dis Eskimos depuis tout à l'heure, désolé. Ouais, bah en fait, c'est ça, comme j'ai plein d'activités, c'est dur de s'y retrouver. Non, mais parce que surtout dans la raison de 199, je crois qu'il y a Eskimos Exactement. aussi, donc c'est là où je me Ouais. suis Et biaisé. en fait, c'est marrant parce que tu as répondu à la question en la posant, du coup, parce que la raison de choisir 199 Ventures, c'est notre expertise marketing qu'on a grâce à Eskimos. Et puis, avec 199 Ventures, on veut vraiment devenir un média tech. Et donc, on a une capacité à mettre en avant nos startups qui est largement au-dessus de tous les autres fonds. On va faire des posts LinkedIn, on va les inviter dans les podcasts, on va faire des publications, par exemple sur Instagram ou autre chose. Donc, on va les mettre en avant. Et donc, du coup, on a une implication opérationnelle et une expertise marketing qui est unique sur le marché. Mhm. Et donc, en plus de ça, on met des tickets, tu vois, entre 50 et 200 000. Ok. Ce qui fait que quand un fondateur lève, par exemple, 2 millions d'euros, si on met 100 000 euros, tu vois, c'est pas énorme par rapport Ouais, à vous la êtes taille suiveur. globale. On est plutôt suiveur. En fait, ce qu'on apporte d'un point de vue opérationnel et marketing par rapport à la taille du ticket qu'on met, je trouve qu'on on a le meilleur ratio investissement personnel et financier dans les boîtes. Donc, je dirais que les entrepreneurs auraient intérêt à nous contacter parce qu'elles ont un peu tout à gagner, on prend pas trop de place et on est grave skill in the game. Et en fait, on va tout faire pour aider les boîtes. On a les bons prestataires on a toutes les stacks techniques qu'il faut mettre en place pour mettre en place une bonne acquisition digitale.
Moi, je te lance sur un autre truc. Ok, il y a cette expertise très légitime, mais il y a d'autres choses, et tu nous en as parlé tout le long du podcast. La curiosité, l'empathie, le réseau, l'humain. Ils le valorisent, ça, les personnes avec qui vous parlez, les entrepreneurs, quand ils rentrent chez vous? Est-ce qu'ils comprennent? Et concrètement, je le dis parce que je l'ai vu dans l'écosystème, beaucoup de VC vendent ça, mais ne sont pas des partenaires stratégiques. Ce sont des partenaires financiers qui n'ouvrent pas un réel réseau. Donc, qu'est-ce que toi, tu vois là-dessus? Mais ils adorent ça. C'est des entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur. Donc, quand on se parle, on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Les VC ne sont pas des entrepreneurs. Euh, Ou certains veulent pour le la brander comme majorité. tel. Mais Ou alors oui. des anciens entrepreneurs, effectivement, il y en a. Mais Enfin, il y a 20 piges, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. c'est vrai. Mais bon. Mais donc, du coup, les entrepreneurs, ils adorent parce qu'on a un langage, on a une communication qui est ultra authentique, Et tu vois qui est qu'ils valorisent ça. Ouais. straightforward, qui est ultra pragmatique. Et en fait, ils ont un truc qu'ils aiment bien, ils sentent que c'est pas du bullshit, qu'on leur dit qu'on va les aider, mais derrière, on les aide vraiment. Et il y a plein de gens, de fondateurs de boîtes qu'on a dans 189 Ventures, qu'on a financés dans nos participations, qui pourraient déjà attester de choses qu'on a faites pour eux. On est vraiment, on les aide vraiment quoi derrière, tu vois. On ouvre des portes. Moi, il y en a plein qui sont passés dans mon podcast. On les finance, on les met en relation avec les bons prestataires pour par exemple mettre en place des stratégies d'outbound ou quoi. Donc, C'est on un les aide argument quoi. de vente, parce que tu vois, je t'ai posé les raisons, tu m'en as pas parlé, je te mets ça en avant, tu me dis oui, en effet. Mais est-ce que c'est implicite et tu l'incarnes, ou est-ce que tu le mets sur papier, vous dites c'est ça aussi qu'on vous propose? Les deux, on l'incarne Ok, et on le met sur papier. ok, ok. Et Euh, juste une petite chose que je voudrais dire sur Gauthier, ouais, je pense qu'une valeur qui nous rejoint beaucoup, c'est que on est tous les deux technophiles. ok. Je pense que c'est une valeur commune et ça marche bien pour un fondtech. Parce que du coup, c'est la tech, c'est notre truc. Donc c'est un intérêt au La quotidien, tech, quoi. c'est notre Hmm. truc. On aime ça, on prend plaisir, on a des convictions sur ce que va être la tech demain. Vous avez eu Et des donc, du coup, ça marche désaccords bien. sur des deals Et avec et Gauthier? alors, figure-toi qu'on a rarement des désaccords. Attention, ça veut On, pas dire on que en- c'est si bon signe, ça. Il faut aussi, non? Ouais, mais Pour le pour moment, c'est l'instant, good. on est plutôt raccord pour l'instant. Bon, et je connais pas si bien Gauthier, mais de ce que je vois, on revient sur la valeur travail. Je vois deux mecs très déter en face de moi et qui ont Ouais, plutôt ouais. envie On est là de. pour en découdre. Je voulais parler d'une petite chose, parce que ça file. Je parlais de la transmission en 30 secondes, et c'est pas la transmission de ta boîte. Bon, j'ai une boîte qui va s'appeler Héritage, je t'en ai parlé, ça va sortir bientôt. Moi, je veux surtout comprendre. C'est quoi ce que tu aimerais dire pour qu'on ait un peu plus d'entrepreneurs en France? Et surtout, quand je dis ça, c'est auprès de la jeunesse qui puisse se dire que être entrepreneur est aussi stylé et aussi cool et bien reconnu par la société qu'être avocat, médecin, etc. Et je dis ça parce que ce sont des métiers de passion, de conviction, et que surtout, je pense que ce sont les métiers qui ont le plus d'impact sur notre société. Bon, Yacine, très biaisé. À ton tour. Je vais reboucler sur ce que je dis depuis le début. Je pense qu'il faut être d'abord passionné. Il faut vraiment que quand tu travailles sur ton projet, t'aies pas l'impression de travailler. Par exemple, tu as passé une journée à travailler, tu dînes. Il faut pas que te remettre sur le projet par après dîner, ce soit une corvée, mais plutôt un moment presque de divertissement, comme si tu allais te voir une série ou jouer à un jeu vidéo. Il faut vraiment que tu sois là-dedans. Ok. Si tu n'es pas là-dedans, c'est qu'il y a un problème. En fait, ce n'est pas un effort pour les gens qui aiment leur boîte et qui veulent les développer, qui ont envie de résoudre un problème. Ça ne peut pas être dans l'effort, je pense. Mais tu vois que ce truc-là, de par ce qu'on t'apprend à l'école, qui est que exclusivement de fournir de l'effort, à part peut-être en chant et en sport, dédicace à B2O. Non, mais voilà, les cours qu'on aimait bien quand on était petit. Mais est-ce que tu vois que l'école nous apprend pas ça? Que là, tu es en train de dire à peut-être un étudiant de 15-16 ans, si je comprends bien, c'est apprends à te connaître et à savoir ce que tu aimes faire et les moments où tu peux fournir de l'effort presque sans compter ton temps Mm. et ton énergie. Mais tu vois qu'on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Il y a je sais pas si tu connais la théorie je crois que c'était de Tiger Woods. En gros, ils avaient fait des études et en gros, un golfeur, par exemple, qui serait pas passionné, qui passerait 8 heures allez, 10 heures de suite sur le cours, terrain, ouais. en fait, ressortirait avec une barre d'énergie. Par exemple, il commencerait la journée à 100. Non, allez, il commencerait la journée à 80, ça va être un bon exemple. Et il va finir la journée à 20. OK? Pareil tôt. Et le champion,
il commence à 80 et en fait, il finit à 100. Je parle pas de l'énergie physique parce que forcément, tu bouffes de l'énergie, mais je parle vraiment de cette énergie du plaisir. Et je pense qu'on pourrait prouver scientifiquement que quelqu'un qui est sur un projet, qui l'anime vraiment, il gagne de l'énergie pendant qu'il est en train de le faire, versus quelqu'un qui est dans l'effort où ça lui bouffe de l'énergie. Cette espèce de sensation énergétique à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que quelqu'un de passionné et qui prend plaisir dans son projet est capable de travailler plus longtemps, je pense, et de faire plus de sacrifices, parce que ça n'est pas vraiment des sacrifices. Donc, par exemple, quelqu'un de passionné va être capable de travailler peut-être beaucoup plus le soir et le week-end, parce que il est dans le plaisir. Qu'est-ce qui manque à l'école, et là je te parle d'une matière peut-être, pour que justement on puisse révéler des passions chez les étudiants et leur apprendre même à chercher des passions et ce momentum de je fournis de l'effort sans énergie. Je sais plus qui disait ça. Non, ça peut pas être Bob Marley qui disait ça, mais c'est peut-être un autre. C'est peut-être lui qui le disait. Il te disait, putain, à l'école, on t'apprend les mathématiques, on t'apprend la géographie, on t'apprend, je sais pas, la science, mais on t'apprend pas la confiance en soi. On t'apprend pas l'amour de soi. On t'apprend pas toutes ces caractéristiques un peu humaines. Donc c'est vrai que je pense. Alors si je devais dire qu'il manque un truc à l'école, il manquerait peut-être des cours peut-être plus sur, je sais pas, par exemple un cours sur euh, accompagner les élèves sur de la prise de parole, par exemple, en essayant de mettre à l'aise les élèves dès le début à réciter un cours devant tout le monde, mais avec bienveillance. Je trouve qu'en France, par exemple, souvent, c'est le prof, la première personne qui l'envoie au tableau, souvent, c'est celui qui sait rien Ouais, bien sûr. et dont on se moque et qui peuvent vraiment laisser des traumas. Ah, on y va les chocottes. Ouais, tu vas les chocottes, quoi. Tu sais que, bon, alors, t'arrives le lundi matin, t'as pas appris ton cours, t'as rien fait, et l'élève, le prof, il sait, il t'envoie au tableau, les gens se moquent, enfin, tu vois, donc, je sais pas, un des cours qui me viendrait comme ça, ce serait peut-être de euh, permettre à des élèves de nourrir leur confiance en soi et de les mettre en confiance assez tôt. Je trouve que le système éducatif français n'alimente pas cette valeur de la confiance en soi et qu'au contraire, je trouve que quand tu sors de certains cours, t'as l'impression d'être une merde parfois, quoi, en mode. Je pense que tu as souvent cette Ouais. impression. Ouais. Et c'est dur quoi, en tant qu'enfant après parce que si tu as l'impression d'être un peu mauvais, voire très mauvais toute ta scolarité, c'est dur de te révéler peut-être en tant qu'entrepreneur derrière. Alors tu vois, des cours de confiance en soi qui permettrait à des élèves de se révéler. Je sais pas, par exemple, un cours un peu libre, on dit, voilà, faites-nous un exposé sur ce que vous voulez. Je pensais Par exemple, sur un exposé. c'est quoi, regarde, en mode t'adores passion. Counter-Strike, bah, Ouais. pourquoi c'est charmé Counter-Strike? Ouais, et, je suis et d'accord. tu vois, t'arrives devant la classe, tu dis pourquoi c'est cool, etc. Les gens, ils kiffent. Toi, t'es là, t'es dans ta zone de confort, et ça te met en confiance, voilà. Alors que peut-être que tu es quelqu'un de timide qui n'aime pas parler à l'oral, mais là, tu parles de ta passion. Donc en fait, le chemin et tout ça est plus important que Grave. ta petite peur. Je voulais Et savoir. peut-être que ça va connecter des systèmes neuronaux Et qui péter font des que- barrières. ouais, péter ouais. des barrières qui font que derrière, en fait, quelqu'un qui serait de nature peut-être un peu plus discrète ou quoi, pourrait rester de nature discrète si elle est vraiment comme ça et qu'elle est bien là-dedans, mais n'aurait pas peur à certains moments, si elle a confiance en elle sur certains projets, de se mettre plus en avant ou de le mettre plus en avant et ne pas se faire bloquer dans une bulle, tu vois. Donc voilà, ce qui manque, ma réponse, ce qui manque au système éducatif, mettre plus les jeunes en confiance. Et j'ai même envie d'aller plus loin, moi aussi, mais c'est valoriser d'autres formes d'intelligence. Et je suis sûr qu'on a, toi et moi, une intelligence qui n'était pas forcément valorisée en maths et en sciences. Je dis ça, j'ai fait un bac S avec mention. Voilà. Comme c'était quoi, ma on peut petite- tout faire. Comme quoi. Regarde, on peut être créatif, avoir un finir à podcast faire des- et faire un bac S avec mention. Ouais, c'était pour faire plaisir aux darons, ça. Mais non, je n'ai pas fait prépa. Je voulais te poser une question toute conne. T'as été moqué, toi, ou pas, dans ta scolarité? T'as eu des moments qui t'ont un peu marqué comme ça, ou pas forcément, qui t'ont bridé, peut-être? Moi, j'avais un problème quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est parce que je pensais ça que j'envoyais ce message à l'univers et du coup, il se passait ça dans la réalité ou si c'était vraiment comme ça. Mais en gros, assez jeune, je sais pas pourquoi, j'avais plus la tête du branleur, quoi. C'est-à-dire que par exemple, s'il y avait un exposé ou un truc comme ça,
On se disait pas, c'est le mec smart qui va, tu vois, Qui va bien, ouais, bien bosser. ouais, ou qui a bien. On se disait pas, putain, lui, il a grave préparé, c'est le mec chaud et tout. Cette image, tu dirais que c'est un truc, ça a nourri ton envie d'entreprendre et peut-être te prouver que tu pouvais faire aussi les choses par toi-même. Post-Counter-Strike, post-freelance. Je sais pas ça je sais pas. Ouais, c'est compliqué de faire une liaison Je là-dessus. sais pas, mais je sais que j'étais plus dans la catégorie, ouais. J'étais pas dans la catégorie, ouais, du premier de la classe, ça c'est sûr. Je vais terminer avec une ou deux petites questions sur la France, sur notre chère société, sur notre pays qu'on aime tant. Déjà, est-ce que tu considères que la France est un pays d'entrepreneurs ou qui favorise l'entrepreneuriat? Je pense que oui. Je pense que tu as la BPI, par exemple, qui. Enfin, tu vois, il y a tout un système qui est mis en place pour quand même subventionner et mettre l'entrepreneuriat sur le devant de la scène. Tu as quand même la BPI qui font des événements dans tous les sens. Enfin, on parle quand même beaucoup d'entrepreneuriat. Il y a des podcasts. Je pense que le marché français est un super marché pour entreprendre, dans le sens où c'est un gros marché. Le PIB de la France, je crois que c'est 2500 milliards. C'est fat comme marché, tu vois. Tu regardes par exemple, je crois, à Dubaï, le PIB de Dubaï, je crois que c'est 500 milliards, mais c'est aussi parce que tu as beaucoup de sièges de gens fortunés qui sont allés se mettre là-bas. Donc le marché vraiment local, lancer une boîte là-bas pour faire du business sur place, tu vois, franchement, moi je pense que le marché français est un meilleur marché que le marché de Dubaï pour lancer un business, Ok, je vais aller par plus exemple. loin. Toi qui veux ouvrir les US, est-ce que tu recommanderais aux entrepreneurs, et c'est clairement la trend en ce moment, de quitter la France et d'aller, tout le monde vante encore plus les mérites aujourd'hui de la Silicon Valley, ou est-ce que tu resterais en France et dans l'Hexagone? Le gros avantage des US, c'est que contrairement à l'Europe, tu n'as pas de barrière linguistique et culturelle. Tu vois, tu as des États différents qui Le ont marché est qui ont fat, des quoi. politiques un peu différentes, mais globalement, ils parlent tous anglais. C'est tous des Américains, tu vois. Ouais, la Alors que toi, culture, hein. ouais, la culture. Donc alors que toi, quand tu vas aller en Allemagne, c'est galère. D'ailleurs, si tu regardes les startups tech, tu peux prendre les plus grosses. En général, elles sont bien en France, mais c'est chaud à l'étranger. Prenons par exemple la plus grosse Doctolib. Enfin, ça marche bien en France, mais bon, tu vois, c'est pas Doctolib n'est pas Doctolib en Allemagne. Ouais. Alors que tu as des très grosses boîtes aux US. Donc, je dirais que l'avantage des US, c'est le marché un peu commun et la taille du marché. Le deuxième point, c'est que en France, on est quand même, on a des ingénieurs ultra talentueux, on est bon en tech. En fait, on est bon en business, je pense, en France. Donc, si tu es bon en business, tu vois, as toutes les skills pour être un bon entrepreneur, tu as le mindset et que tu te lances aux US, franchement, c'est pas mal. Donc, oui, franchement, je recommande aux entrepreneurs qui ont vraiment beaucoup d'ambition d'aller aux US. Et en même temps, si tu regardes le marché européen, comme il y a beaucoup de barrières culturelles linguistiques, si tu y arrives, C'est un competitive en fait, advantage. Ouais. c'est beaucoup plus dur d'y arriver. Et donc, quand c'est beaucoup plus dur d'y arriver, si tu arrives, comment vont faire les concurrents? Moi, je prends toujours l'exemple d'Eskimos. Aujourd'hui, je suis la seule boîte qui suis allée à l'étranger, en Europe, dans ces pays. Et donc, imagine-toi l'avantage concurrentiel que j'ai, il est énorme. Je suis le seul. Et je sais que si des gens veulent le faire, ils vont vraiment galérer, ça va vraiment être dur. Donc, c'est un avantage concurrentiel énorme. Donc, moi, quand même, j'aime bien l'Europe pour ça, vu que c'est un marché qui est difficile Ok. et qu'il a beaucoup de barrières. C'est comme quand tu crées une tech, s'il y a beaucoup de barrières à l'entrée à ta tech, tu as plus de chances que personne puisse venir te concurrencer derrière. Bah, d'un point de vue marché, C'est un aspect business que tu mets en avant. ah ouais, Mais est-ce qu'il y a un aspect souveraineté ou pas forcément? de ouf. Moi, ouais, Ouais. j'ai ce côté souveraineté, ouais. En fait, je trouve ça beaucoup plus stylé de créer une boîte européenne énorme à l'échelle internationale, déjà parce qu'il n'y en a pas. Et donc, du coup, t'as l'opportunité de devenir un symbole d'être un vrai patriote, tu vois, dans ton pays. Alors que si tu vas lancer une super boîte aux US, Ça sera ouais, une de plus, quoi. ouais, il y aura une licorne de plus aux US, quoi. Ouais. Mais alors que si tu lances une licorne totalement bootstrap, dont tu as la majorité en France, pardon, tu as la majorité de ton capital, dont le siège est en France, et qui reste en France derrière, et ben pour moi, ça, c'est plus classe, c'est plus stylé. Je vais terminer sur une dernière chose. Je sais plus si c'est une valeur, mais on avait parlé de mérite. Je voulais savoir, est-ce que tu crois, toi, en France, à la méritocratie? Grave. D'ailleurs, je pense qu'on est le pays, finalement, avec la plus grande méritocratie, parce qu'on a le plus gros impôt, il me semble, sur les successions. Et l'impôt sur les successions a été créé pour l'égalité des chances. Je sais qu'on est... Attends, je t'interromps direct parce que, voilà, en France, pour changer il faut 150 ans dans une famille pour qu'elle passe d'un niveau social pauvre à moyen. On est un des pays les pires en France, en Europe.
la France est un des pires pays. Donc, quand tu parles là de transmission, les plus grosses inégalités sociales qu'on a sont dues à l'héritage en France. C'est pour ça que moi, je te titille sur la méritocratie, c'est que je vois beaucoup de choses sur les réseaux de personnes qui disent c'est une hérésie, c'est faux. Et moi, pour te donner mon avis, je préfère me mentir. Je préfère me mentir en me disant t'inquiète, on est égal parce que on est égaux. Parce que si moi tu me dis demain, je sais pas, on m'a beaucoup dit ça, ouais, tu sais, en tant que Marocain, la vie va être plus dure. Moi, je l'attaque pas la vie en fait. Si tu me dis que je démarre après les gens, je le fais pas la course. Mais vas-y, réponds. Du coup, je Je suis crois qu'il y curieux. avait des stats. Après 3 générations, si tu ne fais rien, il reste plus rien. En gros, En France? en France. Ah, alors c'est aussi possible. Donc, t'as De ça. par les T'as impôts. l'impôt sur les successions, c'est énorme. Je crois que c'est genre 40%. C'est énorme. Déjà, tu as payé toute ta vie, genre peut-être 70% quand tu es entrepreneur. Et donc 40%, enfin, c'est presque 100 sur ce que tu as gagné. Euh, et alors après, effectivement, il y a le phénomène des ultra riches. Mais eux, je les mets un peu dans une case à part parce que c'est les grandes familles, effectivement, qui font des montages et d'ailleurs qui ont été décriés récemment. Mhm. Et je pense qu'à raison. Parce qu'en gros, tu as des gars, en gros, ils arrivent à payer genre des impôts ultra faibles. Et là, pour le coup, tout le monde est d'accord, je crois. Quand on parle de justice sociale. Dans les ultra riches, tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, toi et moi, on est d'accord. Mais juste si je comprends bien sur la méritocratie, tu dirais concrètement qu'un entrepreneur qui, de base, pour moi, doit être un minimum optimiste, au moins sur sa boîte et sur le problème qu'il veut résoudre, même s'il se ment, il doit croire à cette méritocratie, à se dire que s'il fait les choses bien, il aura le mérite et la valeur escomptée. Je pense que le système français est fait pour l'ascension. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont mises en place. Je pense qu'il y a plein de... Tu vois, il y a des associations. Je sais pas. Pour moi, oui, tout est mis en place, je pense. Il faut avoir l'envie. Mais si tu as l'envie de réussir, je trouve que oui, la France est un pays qui peut te permettre de réussir à t'en sortir. Enfin, il faudrait voir par rapport à d'autres pays, mais je pense qu'on n'est pas le moins bien placé, tu vois, en termes d'infrastructures, que ce soit les écoles, les aides, les subventions. Il suffit juste de regarder, par exemple, la BPI. Je crois qu'on est le seul pays en Europe et peut-être voir dans le monde À financer autant nos à startups. financer autant. Mais même au-delà, au-delà de ça, il y a des événements qui sont faits pour promouvoir Ouais, ouais, ouais. l'entrepreneuriat. Non, franchement, il y a un système bancaire qui est là pour prêter. Je trouve que non, ouais, je sais plus qui dit ça. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Je trouve que c'est assez vrai quand même parce que quand tu regardes bien par rapport à ce qu'on vient de se dire, il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits pour, euh, pour favoriser l'ascension professionnelle. En tout cas, je reçois des gens qui prennent cet ascenseur professionnel au quotidien. Je pense que tout le monde n'aurait pas ta réponse. Je pense que de par du vécu, je pense à des gens qui ont vécu des choses très dures et ils ne seraient pas d'accord avec ce principe de méritocratie. Par contre, il y a une chose dans laquelle vous avez un point commun, c'est que vous croyez en vous et vous croyez en vos boîtes. Et ça, je pense, c'est le plus important. Mais après, pour moi, il y a toujours de la méritocratie dans l'entrepreneur parce que même un entrepreneur qui aurait, par exemple, hérité de 1 milliard d'euros, si il lance un projet qui le passionne, qui travaille tous les jours dessus, il aura du mérite, il travaillera pour développer son projet. Donc, encore une fois, le mérite et l'argent n'ont rien à voir pour moi. Tu peux hériter, ok. avoir du mérite, tu vois. Ok. Les héritiers ne sont pas tous des gens qui sont pas méritants. Il y a des gens qui héritent, qui foutent rien toute leur vie, qui placent et qui vivent de rente. Effectivement, pour moi, ces gens ne sont pas méritants. Il y a des gens qui héritent. Tu vois, par exemple, quand je regarde la famille Arnaud, quand tu regardes les enfants de la famille Arnaud, franchement, ils ont l'air ultra méritants. Ils ont l'air d'avoir beaucoup travaillé déjà d'un point de vue universitaire. Mhm. Et on a le sentiment quand même c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe. Et peut-être que je me trompe. Mais parce que je les connais pas. Mais Non, je le connais pas. je voudrais juste différencier le fait qu'il y a des gens qui travaillent dur. Le mérite, il est vraiment dans le fait de travailler pour un projet et d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Par exemple, le mérite n'est pas que dans l'entrepreneuriat non plus. Comme je te le disais, le besogneux qui va à l'usine tous les jours Ouvrier, ouais, pour bien sûr. nourrir sa famille, Il est méritant. je vais te dire, même pour moi, honnêtement, il est plus méritant que l'entrepreneur qui développe sa boîte. Pour moi, il est peut-être au niveau maximum du mérite.
Je te relancerai pas là-dessus parce que déjà on squeeze le temps, mais en vrai c'est des sujets tellement intéressants et je trouve ça intéressant parce que on aura, et toi, moi, mes autres invités, on n'aura pas tous le même avis de par notre vécu. Mais le mérite, c'est un truc qui se sent comme ça que quand même il y a un truc qui se sent. Je trouve qu'il y a un regard dans le mérite. Ça se sent quoi, non? C'est. Mais je trouve, je suis d'accord, moi je veux mettre un message d'optimisme ici. En tout cas, croyez-y et si la société vous le renvoie pas, essayez presque de vous mettre vous-même des œillères parce que je pense que c'est en insufflant et en se mentant positivement que on va faire des choses positives. On vient de se faire taper parce qu'on est en train de dépasser le podcast. Ah, c'était ça le toc, ok. Exactement, Andrea, Ok. je check le temps depuis tout à l'heure. Un grand merci, ça va, t'as pris du plaisir? J'ai pris énormément de plaisir. Donc du coup, j'espère que ça sera un bon rendu. Normalement, oui. Vu que Normalement. j'ai été moi-même et authentique. Normalement, oui, et on va poursuivre une conversation juste après en off, mais surtout, je pense qu'on a abordé plein de sujets. Si vous avez des questions, si vous avez envie de poser des questions à Andrea, avoir un peu plus son take sur certains sujets, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je dis un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui misent sur elles pour, in fine, impacter notre société positivement. Et merci d'avoir participé à inspirer ces personnes-là, Andrea. Merci Yacine, j'ai pris énormément de plaisir. À bientôt. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, Andrea. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.